France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum pour ce mardi 5 mars, avec cette question du jour, le magazine Quotidien révèle des images montrant Nasser Bouteflika dans les couloirs de l'hôpital de Genève. Croyez-vous en la version officielle selon laquelle le président Abdelaziz Bouteflika est bien rentré en Algérie dimanche? On en parle dans quelques minutes avec Audrey Pronosti et avec Faiza Ben Mohamed. Et vous, chers amis auditeurs, 01 40 33 9000, l'occasion aussi de revenir sur les manifestations d'étudiants en Algérie aujourd'hui. Avis tranché de Audrey Pronosti à ne pas louper tout à l'heure un beau texte qu'elle a écrit concernant l'Algérie. Info zappé, le zapping bien entendu et le grand débat en fin d'émission. Vous pourrez continuer de nous proposer vos propositions, vos doléances pour le grand débat. Des propositions qui seront transmises évidemment à l'issue de ce grand débat après le 15 mars à l'Elysée. Bienvenue tout le monde sur France Maghreb. Ah bah voilà, quand même, il était temps. Voilà. N'importe quoi, hein. Franchement n'importe quoi. Bon, bienvenue tout le monde, merci d'être avec nous en direct sur votre radio, c'est bel et bien le grand forum maintenant jusque 18h avec aujourd'hui un duo 100% féminin en la présence de Audrey Pronosti. Comment va Audrey? Super, bonjour Christophe et bonjour à tous les auditeurs. Bonjour Faiza Ben Mohamed, bonjour. Salut tout le monde, bonjour Audrey, salut Christophe. Bonjour Faiza. Et les auditrices, auditeurs. Voilà, messieurs, dames, bienvenue avec aujourd'hui une nouvelle fois Tahia Jazair. Oui, on va parler de l'Algérie parce qu'il se passe des choses. Et alors il paraît pour la petite histoire que les Algériens, j'ai vu ça tout à l'heure, je pense que c'est sérieux, hein. Les Algériens ont inondé le standard de l'hôpital de Genève pour leur demander de ramener Bouteflika ou alors de le garder jusqu'au moins les élections. Voilà, ça c'est... Bon, on reconnaît bien les Algériens finalement dans ce petit truc, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi je suis pas très étonnée. Bon, après c'est vrai le côté guerrier, on connaît tous, hein, mais ça c'est juste pour la petite anecdote. Mais ça permettrait aussi de réellement savoir justement l'état de santé d'Abdelaziz Bouteflika. Donc c'est assez légitime. Donc la question du jour elle est toute simple. Selon le magazine Quotidien sur TMC, donc de Yann Barthès, eh bien hier révèle des images montrant Nasser Bouteflika dans les couloirs de l'hôpital de Genève. Croyez-vous en la version officielle selon laquelle le président Abdelaziz Bouteflika est bien rentré en Algérie dimanche comme annoncé? Eh bien vous répondez et vous êtes très catégorique pour le coup puisque vous êtes 91% à dire non sur Twitter, le grand forum FM2. C'est encore plus considérable du côté de Facebook avec combien, Audrey? 96%. 96%. Donc voilà, autrement dit, voilà, c'est un score sans appel pour le coup. Alors, on va rappeler, recontextualiser les choses, Faiza, c'est important. C'était, alors je crois que j'ai vu moi un tweet de notre ami Khaled Raouni samedi soir à minuit annonçant que Bouteflika était rentré en Algérie. Ça, le tweet a été lancé, également confirmé par certains journalistes sur place. Dimanche, vous le savez, eh bien c'est son directeur de campagne qui a emmené la candidature auprès du Conseil constitutionnel. Puis finalement, on s'est aperçu qu'il n'était même pas rentré, qu'il était toujours jusqu'alors en Suisse à l'hôpital. C'est bien cela, hein? Il y a eu une pseudo-version officielle samedi soir qui expliquait donc que l'avion présidentiel était bien rentré en Algérie avec Bouteflika à l'intérieur, ce qui n'a jamais été, ceci étant prouvé, hein, ça reste, l'avion est rentré, on ne sait pas vraiment. Dimanche, le dépôt de candidature se fait par procuration. Les forces de l'ordre ont évacué tout le périmètre autour du Conseil constitutionnel le temps de recevoir la candidature de Bouteflika, c'est-à-dire qu'en fait on n'a aucune image pour savoir qui a réellement opposé. Bon, maintenant on sait que c'est son directeur de campagne, mais sur le coup ils auraient même pu faire croire que c'était Bouteflika lui-même, on n'aurait pas pu le savoir parce qu'il n'existe pas d'image. Voilà, c'est ça, il n'existe pas d'image et donc quand il n'y a pas d'image, on fait face à de multiples spéculations. Pour le coup, donc, a priori, chose presque sûre, c'est qu'il est à Genève. Là, Faiza, hier, Quotidien, donc sur TMC, animé par Yann Barthès, diffuse une vidéo. C'est son journaliste Asdine, je ne sais plus son nom de famille, bref, qui est à l'hôpital de Genève, en fait, dans les couloirs, et qui filme en caméra cachée. Et en fait, sans faire exprès,
il se retrouve face à Nasser Bouteflika, qui est le frère de l'actuel président algérien. Il se retrouve face à lui, mais je pense qu'il s'en est pas rendu compte tout de suite. Et puis ensuite, il avance et on le voit sur les images, il dit Monsieur Nasser, et là il y a un autre homme qui arrive et qui lui dit non, mais vous allez pas commencer à chercher. Il lui bloque l'accès. Monsieur, ici l'accès est fermé, vous pouvez pas passer. Il dit oui, mais j'ai vu Nasser Bouteflika. Il lui dit non, mais même si vous l'avez vu, vous pouvez pas passer. Et est-ce que le président algérien est là? Le monsieur ne répond pas. La caméra est coupée et là on ne voit pas. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est que le frère du président algérien était hier dans les couloirs de l'hôpital de Genève et qu'il n'y a pas vraiment de raison qu'il s'y trouve, à moins que le président algérien il soit toujours hospitalisé. Et puis à noter également une très forte présence policière sur le périmètre autour de l'hôpital. Donc a priori très peu de chances que ce soit une autre personnalité qui s'y trouve. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on vous pose la question. Est-ce que vous croyez en la version officielle qui nous a fait croire effectivement qu'il était rentré en Algérie? Or, visiblement, d'après les infos, il ne serait pas du tout rentré en Algérie et donc resté à l'hôpital. C'est quand même hallucinant, Audrey, Faiza, amis auditrices, auditeurs. Vous pouvez d'ailleurs nous appeler au 01 40 33 9000. 200 ans redire dans cette lettre, qui n'a peut-être même pas été écrite par lui d'ailleurs, qu'il proposait un espèce de deal aux Algériens. Vous m'élisez le 18 avril, je ferai en sorte d'ici un an d'organiser de nouvelles élections et à laquelle je me représenterai pas. J'ai l'impression que c'est un peu bis repetita parce que j'ai reçu un article qui a été paru en 2014 et il avait fait exactement la même promesse. Bon, on sait ce que ça a donné. Oui, de toute façon, je pense, ce qui est évident, c'est que cette lettre, elle est faite pour déjà amadouer, mais ça, c'est évident, mais c'est surtout pour gagner du temps, en fait. Ils ont besoin de s'organiser, ils ont besoin de savoir comment ils vont pouvoir gérer la situation. Le culte du secret, c'est clairement cette raison, en fait. Là, comme ils s'attendaient pas, en fait, aux manifestations, eh bien, voilà, ils se retrouvent face à une situation complètement inédite. Ils vont devoir gérer, en fait, la communication, gérer aussi la légitimité aussi de la candidature, parce que comme tu l'as dit, Faiza, en fait on n'a pas d'image, donc savoir si elle va être acceptée ou pas, parce que oui, bon, c'est son chef de campagne qui l'a déposé, mais savoir est-ce que ça va être accepté, parce que normalement c'est pas clairement dit. Non, il y a un vide juridique d'ailleurs sur le fait que le candidat doit se rendre lui-même déposer sa candidature. Il y a un vide juridique, ce qui permet donc ce qui s'est passé. Voilà. On va faire un petit tour du côté du standard parce que vous êtes extrêmement nombreux et pour cause à vouloir intervenir au 01 40 33 9000. Ahmed de Paris. Bonjour Ahmed. Oui, bonjour Christophe. Écoutez, c'est la première fois que j'interviens sur votre antenne. Soyez le bienvenu. Si j'ai une petite minute ou deux pour pouvoir m'exprimer, parce que je sais que votre standard aussi est très souvent sollicité, ça doit être encore le cas aujourd'hui. Écoutez, moi tout d'abord, je me présente, donc je suis une personne qui a 52 ans. Donc, est-ce que vous pourriez parler bien en face de votre téléphone, parce que voilà, pour histoire de bien comprendre. Voilà. Vous m'entendez mieux maintenant? Oui. Allez-y. Oui, voilà. Alors je me permets d'appeler parce que j'ai un petit peu de recul concernant l'Algérie. Bon, je suis français, donc j'ai la double nationalité, je suis algérien aussi. Ouais. J'ai 52 ans, je suis né en France, j'ai grandi en France, donc mon éducation était complètement française. Néanmoins, j'ai des attaches qui sont très très fortes en Algérie. Bien sûr. Et pour preuve, c'est que mes défunts parents qui avaient déjà un certain âge avancé en 1987 sont rentrés donc dans leur pays d'origine, à leur pays d'ailleurs dans lequel ils sont nés. J'ai eu, je dirais, le privilège de pouvoir les accompagner pendant 2 ans et demi. Et ça a été pendant la période de 1987 à 89. Et j'ai eu, je ne sais pas si c'était la chance, mais peut-être aujourd'hui c'était une chance, c'était de vivre les événements du 5 octobre 88. Donc, je me suis retrouvé au petit matin, donc du 6 octobre, donc en pleine nuit, donc à Alger. Donc j'ai vécu les événements de l'Algérie de très 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 près. Et donc je suis resté là-bas jusqu'en 89. Donc j'ai vu l'évolution et puis j'ai vu le basculement qu'il y a eu dans les années 90. Concernant l'Algérie. Et donc là, aujourd'hui, j'ai un petit peu de recul en ayant regardé un petit peu toute l'actualité qui s'est passée ces dernières années dans tous nos pays voisins. Et là, je me dis, très récemment, sans être, je dirais, vraiment très chauvin par rapport à l'Algérie, c'est que je me pose beaucoup de questions par rapport à la situation d'aujourd'hui. L'Algérie, en effet, c'est un système qui est incomparable à la France. C'est d'ailleurs une grande erreur à chaque fois de pouvoir comparer la France, le système européen, le démocratique européen par rapport à l'Algérie.
un grand vécu au niveau de la démocratie, mais il a fait preuve à chaque fois de beaucoup de recul par rapport à beaucoup de situations. Donc on ne va pas rentrer sur les années de l'indépendance ou de guerre avant l'indépendance, de ce qui s'est passé. Alors c'est un pays où il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, c'est vrai. Et il y a énormément de choses avec lesquelles moi je suis complètement en désaccord. Par contre, si on regarde un petit peu la poudrière qui existe sur toutes les frontières de l'Algérie aujourd'hui, tout ce qui se passe autour, est-ce qu'on n'a pas en droit de se poser quelques questions? Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Algérie, est-ce que c'est uniquement du fait des Algériens? Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part derrière, et c'est pas instrumentalisation, tu veux dire? Du complot. Ouais. Moi, je dis pas ça, je dis qu'il y a qu'à pointer et mettre des drapeaux sur tous les pays dans lesquels il y a des conflits, les pays, je dirais, arabo-musulmans précisément, et d'autres. On a qu'à mettre un petit drapeau sur tous ces pays-là, et regardons ce qui se passe dans les sous-sols de ces pays-là. Ouais, croyez-moi que dans la plupart de tous les pays, il y a un intérêt, c'est vrai, entre guillemets, démocratique à un certain moment, mais est-ce que c'est la seule visée? Et s'il y a la visée unique qu'il y a sur ces pays-là, j'en suis pas certain. Ahmed, bouge pas, on va poser la question à Faiza et Audrey sur votre interrogation. Est-ce que vous pensez que cela émane des Algériens uniquement, de ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, Faiza? Sincèrement, là, en l'état actuel des informations qu'on a, c'est un petit peu compliqué à dire, mais après, je pense que effectivement tout est envisageable. Hein. On peut pas éluder comme ça une possibilité d'une intervention étrangère ou d'une intervention politique, quelle qu'elle soit. Après, c'est compliqué à dire avec certitude. Hein. Après, il faut aussi se dire que la révolte, elle peut aussi très bien être née du peuple algérien, que ce peuple algérien est, comme on connaît, combatif sur en tout cas la question des idées et sur le terrain politique. Sincèrement, tout est possible. Ouais, Audrey, tout est possible. Est-ce que je peux me permettre de vous répondre très rapidement? Je fais très bien immobiliser votre antenne. Moi, je dis tout simplement, c'est que, vous savez, j'ai encore beaucoup de contacts en Algérie. Par contre, Ahmed, votre téléphone, c'est vraiment de la daube. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Pourtant, je ne ferai pas de publicité pour la marque, mais c'est une marque qui est pour ah ouais, non, mais je sais pas. Parmi les numéros 1. C'est moi qui dois mal parler en face du micro. Ouais, voilà, faut bien parler en face du micro. Voilà, c'est un peu comme nous. On n'a pas toujours l'habitude d'intervenir comme ça. Voilà, bah là, c'est mieux, là, vous voyez. Bon. C'est beaucoup mieux. Oui. Très bien. Je vais tâcher de le maintenir bien près de l'oreille et de la bouche comme ça, le téléphone. Je voulais dire tout simplement, c'est que j'ai encore beaucoup de contacts sur place et j'ai la chance de partager encore beaucoup d'amitié en Algérie et ce un petit peu dans beaucoup de wilayas, donc à Alger, sur Oran. Je suis moi-même originaire de Tlemcen, donc j'ai beaucoup d'amis sur Tlemcen aussi. Et vous savez, il y a beaucoup de choses, alors je peux peut-être pas en parler comme ça facilement à la radio, mais je vais quand même le dire. Il y a des gens aujourd'hui qui prétendent qu'il y a des associations humanitaires qu'on avait retrouvées en Égypte, qu'on avait retrouvées aussi en Tunisie, en Libye, qui étaient soi-disant venus pour aider certaines gens donc à manifester justement leur désarroi par rapport à leur gouvernement. Et des gens qui ont même reçu des propositions financières justement pour pouvoir alimenter, je dirais, des manifestations avec un petit peu plus de rigueur que ce qu'est la normale aujourd'hui en Algérie. Ouais. Donc il y a aussi tout cela, à mon avis, et moi ça me rappelle un petit peu, vous savez, lorsqu'on se focalisait sur la Libye en disant que, je me souviens plus de cette ville où a été notre fameux BHL, vous savez, pour sauver toute cette population-là, c'était dans la ville de Tobrouk, je crois, oui. On avait l'impression, en regardant les images sur YouTube, à la télévision, que c'était toute la Libye qui s'était élevée contre Kadhafi. Ouais, aujourd'hui, on n'en est pas très sûr. Et vous savez, j'ai l'impression aussi que toutes les images qu'on voit aussi, concernant l'Algérie aujourd'hui, est-ce qu'elle reflète l'ensemble de la population algérienne? J'en suis pas certain. Et d'ailleurs, il faudra même se poser la question combien de gens aujourd'hui seraient prêts à revoter pour Bouteflika, même si je suis pas. Si aujourd'hui, on sait qu'on a une marionnette malheureusement qui est là et il faut pas se cacher derrière des vérités ou des mensonges. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, Bouteflika évidemment ne commande pas, ne gouverne pas. Il y a tout un système qui est derrière lui qui gouverne, donc tout le système qui travaille autour de lui pendant des années. Mais aujourd'hui, très sincèrement, si on devait donc dire complètement non à Bouteflika ou à tous ceux qui sont autour de lui aujourd'hui, quels sont les prétendants aujourd'hui? Moi, c'est ça que j'aimerais savoir. Et qu'est-ce qu'ils sont prêts à nous offrir, ces prétendants-là? Et si on parle vraiment de démocratie, on a droit de dire aussi que Bouteflika a droit de se présenter et que les Algériens ont droit de ne pas voter pour lui. Alors, on va dire que les élections sont truquées, évidemment. Mais dites-moi, aujourd'hui, en France, combien de gens ont voté pour Macron? Est-ce que Macron représente toute la France? C'est la question que je voudrais poser. Audrey, je te laisse le soin de répondre. Voilà, juste pour répondre à votre discours qui a été assez dense, alors juste pour une chose,
Oui, effectivement, on peut pas écarter ce que vous avez dit, mais moi je pense qu'il faut faire confiance quand même au peuple, à la population. C'est pas la même génération, c'est pas le même rapport justement au monde, c'est pas la même vision des choses. C'est génération des réseaux sociaux, l'information passe pas du tout de la même façon. 70% en moins de 30 ans. Hein. Exactement. Et surtout, non mais attendez, excusez-moi monsieur, je vais juste terminer mon propos. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes se rendent compte qu'il y a un bilan. Et je parle de la jeunesse, mais je parle aussi des gens qui ont connu les décennies noires, qui ont connu aussi Abdelaziz Bouteflika pendant ses différents mandats. Je n'ai rien contre la présidence en elle-même, sauf que là, aujourd'hui, la réaction du peuple, me semble-t-il, c'est de dire non à la reconduction d'un système qui n'a pas fonctionné. Et je pense après, c'est mon humble avis, ça n'engage que moi, et qu'il faut faire confiance à leur engagement. Et après, de là à dire que ça a été instrumentalisé, je pense pas qu'on puisse comparer les manifestations en Algérie, parce que ce n'est pas du tout le même contexte que la France, en fin de compte. Parce que vous avez fait une comparaison avec éventuellement le mouvement des Gilets jaunes, ou une éventuelle suspicion. Oui, mais comparer les mouvements. Ce que Macron représente avec les 20% justement de votants. Ouais, je ne pense pas que ce soit le même rapport. Je n'ai pas parlé de manifestation. Chaque gouvernant dans chaque pays aujourd'hui, on peut se rendre compte aussi qu'ils sont établis par des systèmes, un petit peu comme Bouteflika a été établi par un système. Aujourd'hui, si on prend le cas de Macron, Macron aussi a été établi par un système. Oui, mais dans tous les pays alors. Lorsque Fillon était promu président de la République avant l'heure, vous savez, on peut s'imaginer aussi tous les scénarios possibles. Hein. Bon, et quand on dit que Macron était, on a voté à peu près à 21 ou 23%, je crois, pour Macron en France. On n'a pas voté pour Macron, on a voté contre Marine Le Pen. Et donc c'est aussi un système qui l'a mis en place. Je ne dis pas ce qui se passe en Algérie, je ne pas Bouteflika en disant ça. Je dis tout simplement que remettons les choses dans leur contexte. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle des pays africains, on ne va pas oublier ce qui se passe autour des pays africains. C'est qu'ils ont une pression permanente des dominants de l'oligarchie internationale que sont les Américains et les Européens. Mais justement, le bilan n'est pas bon. En permanence, et on voudrait à chaque fois comparer l'Afrique à l'Europe ou aux États-Unis. C'est pas comparable parce qu'ils n'ont pas les mêmes pressions. Ouais. Si ça part à nos yeux aujourd'hui, Ahmed, oui, merci beaucoup, on va y aller parce qu'il y a du monde, mon cher Ahmed. Puis ton téléphone, je tiens à te le dire, franchement pas top. Hein. Bon. C'est vrai. Alors je vais dire la marque, c'est un iPhone dernier cri pourtant. Bon. Arrêtez avec l'iPhone alors. Voilà, merci beaucoup Ahmed. Ce fut un plaisir de vous entendre. Je voulais juste partager un petit peu cette idée-là avec vous. Merci Ahmed. Dire à mes frères et sœurs algériens et algériennes, restez vigilants, vous avez le droit de manifester, vous avez le droit de revendiquer ce que vous revendiquez aujourd'hui, et je suis avec vous dans ces revendications-là. Néanmoins, n'oubliez pas une chose, souvent, on sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et la question, c'est c'est ce qu'on dit quand on divorce. Dans ces cas-là, on n'avance pas. Oui, je sais que j'ai l'impression d'être un petit peu rétro quand je dis ça. Vous savez, j'ai vécu dernièrement 3 ans à Tanger, au Maroc. Je peux vous dire une chose. J'étais sur place lorsqu'il se passait le Hirak là-bas. Et ce qu'on voyait là-bas sur place, et ce qui était vu dans les réseaux sociaux, il y avait aussi une grande différence. Et pourtant, je ne suis pas marocain en défendant mes frères marocains. Mais souvent, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et ce qu'on voit en réalité, croyez-moi, c'est pas toujours la même chose. Bon, voilà. Merci Ahmed. C'est un témoignage personnel, merci beaucoup. J'espère que j'ai été enchanté de vous parler. Votre collaboratrice, j'ai oublié son prénom, pardon. Audrey Faiza. Audrey, c'est un plaisir d'échanger avec vous. J'espère en d'autres circonstances. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Merci Ahmed. Merci. Bon, 01 40 33 9000 pour nous appeler bien sûr pour prendre part à la discussion. Bon là, il soulève un sujet qu'on n'avait pas encore évoqué là, le fait de est-ce que vous pensez que cette mobilisation du peuple algérien puisse être instrumentalisée. Alors on le sait, c'est un secret pour personne que effectivement il y a eu des tentatives, il y a une volonté de la part de certains chefs d'État, de certains pays, de vouloir déstabiliser l'Algérie. D'ailleurs, c'est l'argument qui avait été invoqué pour le 4e mandat, si je dis pas de bêtises, Faiza. Oui, tout à fait. C'est ce chantage systématique à la déstabilisation de l'Algérie, avec un parallèle pire que honteux qui est régulièrement fait avec la situation syrienne, par exemple. Oui. En nous disant, faites attention, en Syrie aussi, ça a commencé comme ça. Et c'est un peu ce qu'a fait le Premier ministre Ouyaria, d'ailleurs. C'est exactement ce qu'a fait le Premier ministre Ouyaria en faisant... c'est un chantage affectif, en fait. On vous dit, soit vous vous taisez et vous acceptez la situation telle qu'elle est et telle qu'elle va perdurer, qu'on veut la faire perdurer, soit vous êtes en train de mettre en péril le
pays. Sauf que c'est pas vraiment, c'est dans la réalité des faits, c'est pas le peuple qui met en péril son pays. Exactement. Kamel, Mais bien sûr. de Montreuil, qu'est-ce qu'il y a, Audrey? Oui, non, mais je disais bien sûr. Exprime-toi, Audrey, vas-y. Parce que je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Faiza. C'est pas le peuple qui met en péril le pays, c'est évident. Kamel, de Montreuil, salut. Oui, bonjour. Non, mais elle peut terminer, ça me dérange pas. Mais j'ai terminé. Vas-y, Kamel. Toi, t'as un bon téléphone. C'est quoi la marque? Moi, c'est Concorde. Concorde, d'accord. Bon, vas-y, on t'écoute, Kamel. Non, je plaisante. Oui, j'imagine. Moi, je voulais juste dire, j'ai écouté une radio que je citerai pas, qui des fois déconne et qui m'énerve, comme toi, Christophe. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi je t'énerve, Kamel? Kamel, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi je t'énerve? Non, tu m'énerves pas, toi. Je t'ai dit, hier matin, j'ai écouté une radio qui t'énerve. Ah, une radio qui m'énerve? Non, rien qui m'énerve, tu sais, quand ça m'énerve. Quand ça m'énerve, je zappe. RMC, non, parce que la dernière fois, t'as dit que t'avais appelé, ils filtrent, etc. C'est vrai, bon. Ah ouais, ils m'ont demandé mon CV carrément, les mecs, hein. Mais moi aussi, Ouais. Mais moi, ils m'ont jamais rappelé, bref. Ah, moi non plus, de toute façon, j'aurais dit de pas le faire. Il y a un Algérien qui a intervenu. Ouais. Franchement, si t'as l'occasion d'écouter le podcast, franchement, il a bien parlé, hein. Il a parlé de l'ingérence. On parle de Bouteflika, on parle du 5e mandat, on parle de plein de choses, mais on parle pas de l'ingérence. Pour toi, il y a de l'ingérence, Kamel? L'ingérence des médias européens qu'ils appellent des intervenants. C'est comme quand on parle d'islam, on fait intervenir n'importe qui sur les plateaux TV. Ouais. Au lieu d'intervenir des gens qualifiés. Et là, en ce qui concerne l'Algérie, on fait appel à des gens des écrivains, des gens qui ont écrit un bouquin ou une nouvelle et qui n'ont rien apporté au débat, en fait. Ouais, c'est toujours le même problème. Merci, mon Kamel. Merci beaucoup. Bon, ils n'ont pas encore fait intervenir BHL sur l'Algérie, hein, rassurez-moi, tout va bien. Non, mais attends, ils n'ont pas fait intervenir BHL, mais ce que soulève Kamel, c'est très important. Bien sûr. Là, depuis qu'il y a ce soulèvement populaire en Algérie, les personnes qui ont été invitées en grande majorité sur les plateaux télé pour s'exprimer sur le sujet sont Mohamed Sifawi. Non, mais quelle légitimité est-ce qu'il a, ce monsieur qui est, il faut le rappeler, persona non grata en Algérie. Donc en fait, il règle ses comptes. En fait, c'est simple, un peu comme un système d'ex-mari et d'ex-femme, ils invitent ce que moi je qualifie comme des ex. Ils vont sur les plateaux télé, ils règlent leur compte avec l'Algérie et ils prétendent avoir une parole qui est légitime pour s'exprimer sur le sujet. Sauf qu'ils y ont souvent pas mis les pieds depuis plus de 15 ans. Ils y sont nés, certes, ils y ont peut-être grandi dans un système qui est maintenant obsolète. Et ils ont des problèmes avec le système politique, ils ont des comptes à régler et ils viennent les régler maintenant. Maintenant que Bouteflika ne peut plus répondre, maintenant que Bouteflika est à terre, et maintenant que, en fait, ils se servent de la révolte populaire pour légitimer leurs idées pourries. C'est vrai. Audrey, ça c'est pas mal, ça, que c'est bien vu, ça. Bah, c'est surtout que c'est toujours les mêmes et ça serait bien ça serait extrêmement bien même, j'insiste, je persiste et signe, qu'il y ait différents intervenants, qu'il y ait même des oppositions. Alors après, concrètement, on n'a toujours qu'un point de vue, donc oui, je suis d'accord. Allez, premier coup de cœur. Je ne vais pas en dire davantage. Premier coup de cœur. Pourquoi ma machine ne marche plus? Qu'est-ce qui se passe encore? Je commence à en avoir marre de ce matériel pourri, hein. Franchement, ça me saoule. 01 40 33 9000. Non, mais je vous le dis clairement, au bout d'un moment, c'est fatigant d'avoir des trucs qui marchent pas. Faut leur parler gentiment. Je sais bien, mais bon, quand ça veut pas y aller, ça veut pas y aller, quoi. Voilà, douceur. On y va. Maghreb 2, le coup de cœur. Tu vois, j'y ai parlé gentiment, la douceur, tout ça, ça a marché. Mais alors, tu vois, voilà. Faiza, alors là, un titre que tu as choisi en guise de coup de cœur, qui rime parfaitement avec ce qui se passe avec le peuple algérien. Présente-nous le titre. Le titre, c'est Guérilla. C'est, de toute façon, la chanson, elle a fait le buzz, je pense que tout le monde la connaît. C'est Soul King, donc un enfant d'Algérie qui est maintenant en France, qui s'est fait connaître en tout cas du grand public avec cette chanson, même s'il était déjà connu en Algérie sur place avant de venir ici. Après, je trouvais que ce titre, en fait, je l'ai choisi pour mon coup de cœur parce que je trouvais qu'il résonnait particulièrement avec la manière dont le peuple algérien se soulève. Ils auraient pu tout casser. Ils auraient pu créer des scènes d'émeutes, ils auraient pu tout brûler, comme ça a été le cas ici, même à une moindre échelle, hein, mais ne serait-ce que sur la question des gilets jaunes, ici, il y a des jours où ça s'est très mal passé, notamment sur le mois de décembre. Il y aurait pu avoir une répression, il y aurait pu avoir une volonté d'en finir, mais d'en finir avec la force. Et finalement, ce peuple algérien, il s'est soulevé dans la dignité, il se soulève toujours dans la dignité. Il nettoie derrière eux,
ils chantent. On a l'impression, tout à l'heure je lisais sur Twitter Leïla Berato, qui est une journaliste à Alger très connue, Oui. et qui disait on a l'impression quand on va dans les manifestations que l'Algérie a gagné la Coupe du Monde. Et en fait ils ont une manière de se soulever qui est juste un cri d'amour pour leur pays. Et c'est pour ça que j'ai pensé parce que les paroles elles sont très, très parlantes maintenant. Bon choix, Soul King, Guerilla sur France Maghreb 2. Tahia Jazer. Super choix, ma chère Faiza, Guerilla de Soul King en guise de coup de cœur. Qu'est-ce qu'il est bon ce titre, j'en connais plus d'une et plus d'un qui ont dû mettre le son à fond. Et voilà, et c'est vrai que ça frissonne quand même. Hein, bon, du grand art. Un grand coup de cœur aussi tout à l'heure de Audrey Pronosti, un autre titre qui est très évocateur et qui est parlant. À suivre aussi l'habit tranché de Audrey Pronosti avec un texte que Audrey a écrit justement sur ce qui se passe en Algérie. Vos appels au 01 40 33 9000, à tout de suite. LGF, le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous jusque 18h avec Faiza Ben Mohamed et avec Audrey Pronosti qui sont avec vous aujourd'hui pour vous accompagner. Et vous, amis auditeurs, au 01 40 33 9000. Après les images de quotidien hier montrant Nasser Bouteflika, le frère de Bouteflika, d'Abdelaziz Bouteflika, à l'hôpital de Genève, croyez-vous toujours en la version officielle quant au retour de Abdelaziz Bouteflika en Algérie le week-end dernier? Vous êtes sans appel à répondre non, hein. Vous continuez de voter en tout cas sur Twitter, le grand forum FM2, sur Facebook, France Maghreb 2. Et on nous appelant au 01 40 33 9000, c'est ce qu'a fait Manji. Salut Manji.
Salut Christophe, salut Faïda, salut l'autre ami, je pas retenir le nom, pardon. Audrey, elle s'appelle. Audrey, voilà. Bonsoir. Bonsoir à tous et bonsoir à tout le monde. Alors je voulais, je sais pas si vraiment le fait de parler de ce sujet, c'est vraiment, en fait, on a envie de rire et on a envie de pleurer en même temps. En fait. C'est lamentable. En fait. C'est vraiment lamentable. Il nous prend vraiment pour des abrutis, c'est pas possible. Je sais pas, j'ai même pas les mots. En fait, répondre, c'est leur donner de l'importance à ce qu'ils disent. Et eux, ils croient même pas ce qu'ils disent, en fait. Oui. Je sais pas, voilà, c'est surréaliste. C'est vrai que la situation est un peu surréaliste, je te l'accorde, mon G. Franchement, et en plus, Oyaya qui vient de dire, en fait, bon, tu connais très bien mes positions. Tous les gens qui ont ouvert quelques livres qui parlent vraiment réellement sur la question de ce qui se passait à la Décennie Noire, et c'est bien que c'était une répression, c'était une guerre anti-subversive, c'était le pouvoir qui a créé les GIA de toutes pièces. Tout le monde le sait, et que ceux que vraiment ils ont envie de se mentir à eux-mêmes, qui le disent, qu'ils ont envie de croire. Bouteflika, il est venu pour solder le travail du régime, et moi j'ai jamais parlé de concours civil parce qu'il n'y avait pas de concours civil. La preuve en est, c'est qu'on n'a eu aucun procès, aucune enquête. 250 000 morts, 25 000 disparus, 20 000 embarqués dans les côtes du Sud. Moi j'ai vécu cette situation, je veux dire, moi j'aurais pas déconné, je suis parti en 93 d'Algérie, j'ai grandi en Algérie, c'est mon pays, j'ai que 7 pays, moi j'avais parti 4 millions, et c'est vraiment un truc de malade quoi. Et les gens ils vont te dire oui mais le terrorisme, elle est fabriquée par le pouvoir, et tout le monde il le sait. Bon, merci Monji pour ton avis bien tranché, bien tranchant sur la situation. Samir aussi est avec nous, salut Samir. Ouais, salut Christophe, ça va? Il nous appelle d'où Samir? De Paris. De Paris, qu'est-ce qui se passe Samir alors? Quel est ton avis là? Merci Christophe pour avoir organisé cette émission-là. Moi je t'appelle de temps en temps. Moi je voulais juste donner mon avis par rapport aux discussions qu'il y a eu tout à l'heure avec ton équipe. Effectivement, il ne faut pas que les gens tombent dans l'erreur. Là, on ne parle pas de problématique économique, bien sûr, qui existe depuis longtemps. Là, on essaye d'expliquer au peuple algérien, on essaye de nous expliquer qu'il est normal d'avoir un président représenté juste dans un cadre. Un président qui envoie aux gens des lettres une fois par mois et qui, soi-disant, sont des lettres qui viennent du président Bouteflika. Bouteflika, je ne sais pas où il est peut-être malade quelque part à Rabbi Chafé. On n'a pas de problème avec lui d'un point de vue le fait qu'on ne souhaite pas sa mort. Le problème, c'est qu'il est beaucoup plus profond. Donc moi, des fois, ça me choque quand j'entends des gens comparer ce qui se passe en Algérie avec le problème des gilets jaunes. Ça n'a rien à voir. On est en train de ridiculiser et je dirais même de faire, on nous explique qu'il est normal d'avoir un président qu'on élit juste avec un cadre. Est-ce que tu as vu, Christophe, les photos du FLN, le soutien à Bouteflika, comment ils ont annoncé sa candidature? Oui. T'as vu? Il y a des gens, tu te rends compte, moi j'ai jamais vu un pays comme ça dans le monde, pourtant j'ai tourné dans le monde. On essaye de nous montrer qu'il est normal d'avoir un président avec un cadre, mais il est là, il gouverne, c'est lui qui gère le pays. Alors la lettre du président, là dernièrement, moi je suis très régulièrement les nouvelles, ce qui se passe en Algérie, parce que j'ai aussi un frère, une sœur là-bas qui manifestent. Ce que je veux dire simplement, c'est que les Algériens de France, c'est bien ce qu'on est en train de faire, mais il faut aller au-delà. Il faut aller pacifiquement devant l'ambassade d'Algérie. Franchement, ça devient n'importe quoi ce qu'on est en train de nous proposer. Là, depuis 2 jours, il nous sort le fait que je vous ai envoyé une lettre, il suffit de m'élire, et vous allez voir, dans une année, je vais vous régler tous les problèmes. Oui, mais le problème, Samir, c'est qu'il l'avait déjà dit en 2014. Hein. Non, mais attendez, honnêtement, moi pourtant, j'ai pas de sympathie particulière pour Bouteflika. Moi, j'ai vécu les événements de 88. J'étais à Alger. Et je peux vous assurer que Chedli, on lui reprochait toutes les choses. On lui reprochait tous les maux de la terre. Mais je vais te dire, quand je vois Chedli et quand je vois Bouteflika, pour moi, Bouteflika est encore plus dangereux que Chedli. Voilà. Bon, merci. Merci voilà. Samir, il faut qu'on y aille, mais en tout cas merci de votre appel et de nous faire partager au travers de vos passages à l'antenne votre vécu. Hein, c'est important évidemment. Merci beaucoup mon Samir, à bientôt. Merci.
01 40 33 9000 bien entendu pour continuer de vous exprimer. N'hésitez pas à le faire en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Audrey Pronosti et Faiza Ben Mohamed. Voici la vie tranchée d'Audrey, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Et on va parler évidemment de l'Algérie dans cet avis tranché, puisque le titre de cet avis tranché, c'est un peuple qui dit non. Je vous parle d'un pays là où la mer, les montagnes et le désert l'envahit. Un pays immense, immense par sa richesse, où son histoire lui donne ses propres lettres de noblesse. S'il en existe un surprenant aujourd'hui, c'est bel et bien l'indomptable Algérie. Son peuple impressionne et enchante. Il inspire et démontre de façon très touchante. Son importance avec force, tellement loin, l'ardeur de ses futurs lendemains. Une population déterminée à dire non. Elle avance sans équivoque, à l'unisson. S'opposer avec courage avec son oppression, contre son oppression, sans aucune garantie d'entendre sa raison. Tous ensemble vers un même but, celui de la résistance. Le peuple a déterminé les limites de sa patience. Enfin est venue l'inenvisageable acceptation, l'expression commune sans compromission. Ce peuple est guerrier, ce peuple est entier. Vivre au jour le jour comme des gagnants est la seule option choisie en marchant, une marche solidaire dans les rues d'Algérie pour témoigner leur volonté inassouvie. Bien trop d'années à laisser un système faire, un système essoufflé que plus personne n'espère. Aujourd'hui, les rues d'Alger et toutes les wilayas résonnent, alors un même et unique combat se façonne. La manifestation d'un mouvement passif et coordonné prouve au monde entier que ce pays reste digne et bien éduqué. Voilà mon cher Christophe. Merci Audrey, voilà pour cet avis tranché sur une instru de Babylone, évidemment que vous avez tous reconnu avec le titre Zina. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce qu'en a pensé la Miss Faiza Ben Mohamed de ce petit texte écrit pour le peuple algérien, ce peuple qui dit non, un peu comme ces femmes qui disent non aussi. Ouais, non, mais ce texte, il est très beau. En plus, il est lu de manière à t'emporter, en fait. Alors moi, je suis pas du tout algérienne. Hein, les gens, ils vont croire. Mais moi non plus. Moi non plus. Mais tu vois, moi, des textes comme ça, ils me font voyager, mais voyager dans un monde militant, un monde où tu veux. Où, tu sais, ici, on a beaucoup les franco-maghrébins, on a beaucoup de combats menés sur la question de la dignité. Et là, en fait, c'est pas un espèce de transfert, mais ça l'est un petit peu. En fait, quand tu te dis le peuple algérien est en train de se battre à une grosse échelle et sans rien louper et tout, ben, en fait, on a envie de participer à ça, même si on n'a rien à voir avec ça. Moi, si je pouvais, demain, j'irais manifester avec les Algériens. Exactement. On y va, communicatif. Allez. Et pourquoi pas pourquoi on n'irait pas là-bas manifester, faire le grand forum là-bas à Alger? Ah, ce serait pas magnifique ça? Bon, 01 40 33 9000, Nassardine, bonjour. Allô? Nassardine, il s'est barré lui. Bon, très bien. 01 40 33 9000, ne vous inquiétez pas, il y a du monde pour nous appeler, pour prendre part à la discussion. Évidemment, on suit de très près, c'est bien normal ce qui se passe en Algérie. Justement, il s'en est passé des choses aujourd'hui, avec notamment la mobilisation qui, en tout cas, ne faiblit pas. Avec notamment nouvelle manifestation ce matin dans le centre d'Alger, dans plusieurs villes du pays. Des milliers d'étudiants venus des différentes universités de la capitale se sont notamment retrouvés dans la Grande Poste, déployant les policiers qui se sont pas intervenus du tout. Il faut le signaler d'ailleurs, tout s'est bien passé. Ça, c'est aussi des images que l'on voit en Algérie. Je sais que ça emmerde quelques médias, mais tout se passe bien, et visiblement, les policiers, pour certains d'entre eux d'ailleurs, manifestent même d'ailleurs avec les manifestants. L'opposition politique, parce qu'on en parlait tout à l'heure, réunie autour d'Ali Benflis avant la vacance du pouvoir et la Constitution pour réclamer le report de la présidentielle du 18 avril. Elle réclame un délai de 6 mois
Voilà pour en tout cas du côté de Ali Benflis qui lui a décidé, il faut le rappeler, de ne pas se présenter à cette élection. Et si les choses bougent un petit peu quand même en Algérie, la télévision nationale a pour la première fois diffusé un reportage sur les manifestations des opposants au 5e mandat du président Bouteflika. Et le fait justement que la télévision algérienne diffuse et parle de ces manifestations, est-ce que ça préconise un petit changement, Faiza? Disons que c'est un peu compliqué à dire parce qu'on sait que les médias, et c'est pareil en France, hein, il faut pas se leurrer, bon, c'est peut-être pire dans certains pays, mais il faut pas se leurrer, la presse, bien que libre, ne peut pas tout dire, tout montrer en fonction du gouvernement, malheureusement. Et là, je pense que c'était dans l'intérêt, en tout cas, de la chaîne publique algérienne de diffuser ces reportages, tout simplement parce que elle perd sa crédibilité si elle ne le fait pas. Aujourd'hui, les réseaux sociaux font le job médiatique. Donc de toute manière, que ces manifestations soient diffusées sur les chaînes algériennes ou pas, le peuple algérien est informé. Après, ça sert à rien d'être dans le déni, voilà. Mais il y a vraisemblablement une prise de conscience au niveau du monde médiatique et de tous les journalistes, parce qu'il y a eu un certain nombre de démissions, les députés qui ont quitté leur poste aussi. Il y a vraiment une vraie révolte. Et si les journalistes ne le font pas maintenant, ils ne pourront jamais le faire. L'occasion se présentera jamais de pouvoir se battre comme ça pour ses convictions et de pouvoir faire entendre leur voix. Que le journalisme soit soumis à certaines restrictions, c'est le cas aussi en France. Il faut pas évidemment, se leurrer. Évidemment. C'est voilà, il y a pas à tergiverser là-dessus. Mais je crois qu'il faut absolument que les médias bravent cet interdit. Je sais que le ministre de la Communication a fait des chantages à certains organes de presse pour qu'ils ne diffusent pas ce qui se passe ou qu'ils accordent pas de crédit à ce mouvement. Sauf qu'un mouvement qui réunit chaque vendredi, maintenant on parle en millions de manifestants, c'est quand même hyper problématique pour l'intégrité même des journalistes, pour leur dignité et pour la dignité de leur travail. C'est hyper compliqué. Vous allez pas, c'est comme si nous demain le mouvement des Gilets jaunes, sans faire de parallèle parce que ça n'a rien à voir, mais le mouvement des Gilets jaunes, le 17 novembre, il réunit près de 300 000 personnes selon les chiffres officiels. Comment est-ce qu'on peut décemment envisager qu'aucun journaliste ne puisse fournir une seule image là-dessus et qu'on retrouve uniquement les choses sur les réseaux sociaux, sachant qu'il y a de véritables marées humaines? C'est vraiment dénigrer le travail, quoi. Oui, et puis si je peux me permettre, il y a aussi une sorte c'est pas une sorte, c'est une officialisation de tout ce qui se passe. C'est pas une question de validation, c'est comme on l'a vu d'ailleurs par rapport à je veux juste dévier par rapport au positionnement des journalistes, si tu me permets, Faiza, c'est parce que ne serait-ce que moi je prends l'exemple de la journaliste qui a démissionné, Nadia Madassi, par rapport après sa lecture de la lettre du président Bouteflika. Moi je trouve que c'est très important de voir que les journalistes algériens, du moins un certain nombre, prennent position. Moi je trouve que c'est très important. Voilà, je voulais juste ajouter ça par rapport à ce que tu disais. Alors, raison, mais après il faut distinguer deux choses. Ces journalistes-là, ils se battent surtout pour la liberté de la presse et leur liberté d'informer. C'est le cœur même de leur travail. C'est qu'en fait, ce qui leur est presque reproché, s'ils diffusent ça, c'est de ne pas vouloir du 5e mandat. Sauf que c'est pas ce qu'ils disent les journalistes. Ils se sont pas positionnés personnellement sur nous, on veut pas de Bouteflika pour un 5e mandat. Ils ont pas dit ça. Ils disent nous, on veut juste faire notre travail librement, on veut juste pouvoir informer. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Audrey, la journaliste qui a lu à la télévision algérienne la lettre de Bouteflika a démissionné. Oui, c'est ça. Voilà. Non mais ça c'est fort quand même. Elle a fait le job qu'on lui a demandé. 15 ans qu'elle présentait et elle a dit maintenant c'est plus possible. Morad est avec nous au 01 40 33 9000. Salut Morad. Oui, bonjour Christophe. Bonjour Morad, bienvenue à toi, on t'écoute. Écoutez, moi je voulais juste rebondir par rapport à tout ce qui se passe en Algérie. Premièrement, je tiens à rendre un grand hommage au peuple algérien de nord au sud et de l'est à l'ouest par rapport à ce qui se fait actuellement en Algérie et en France aussi. Ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, on n'est pas contre un président, on ne peut pas être contre un cadre ou quelqu'un qui est déjà décédé. Pour moi, Bouteflika, il est dans un autre monde. Et il va juger, actuellement, il va juger dans un autre monde, pas ici. Dans ce monde-là, tout le monde sait qu'il n'est pas là. Donc aujourd'hui, on est contre tout un système qui a des racines et des vraies racines. Un système qui a des racines qui dure depuis 62,
bien avant 62. Donc aujourd'hui, ce que je dis aux Algériens, c'est de faire très très attention. Dans un pays où un président de la République a été tué en direct à la télévision, et à ce jour, aucune suite, Boudiaf Lahirahmou, il a été tué en direct à la télévision, aucune suite. Donc ce pouvoir, il est prêt à tout, mais vraiment à tout, pour garder ses intérêts à l'échelle internationale, c'est même pas à l'échelle nationale, parce que tous les gens du pouvoir, ils ont tous des biens dans le monde entier. Donc aujourd'hui, ils font tout pour garder leurs intérêts. Donc ce que j'ai à dire, il faut vraiment être prudent et vraiment prudent contre tout ce système-là, parce que c'est pas évident et c'est pas facile de déloger un système qui a vraiment qui est prêt à tout pour garder leur place. Merci Mourad, en tout cas pour votre appel, votre avis sur le sujet. Dans un instant, messieurs dames, le zapping, les infos zappées, et il sera question d'Algérie parce que vous allez voir que certains éditorialistes aussi prennent position aujourd'hui, à l'image de Jean-Michel Apathy. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter. Eh bien, on pourrait le réécouter tout à l'heure dans le zapping notamment, où il dit clairement la position de la France qui est bien embarrassée. Il dit finalement que la France ne prend pas de position parce qu'elle a la trouille, selon Apathy. Ça, on expliquera dans un instant, à écouter dans le zapping. Pour l'heure, le deuxième coup de cœur. France Maghreb 2, le coup de cœur. Le coup de cœur musical de Audrey Pronosti, et c'est encore un morceau de musique que tu nous présentes, ma chère Audrey. Oui, clairement, ce morceau, je l'ai choisi par rapport au contexte algérien. C'est un message d'espoir. Le titre, c'est Inch'Allah. 17h25, bienvenue sur France Maghreb 2, c'est le LGF. Le grand forum tous les jours 16-18 avec évidemment les chroniqueuses et chroniqueurs. Aujourd'hui une équipe 100% féminine, ce qui n'est pas pour me déplaire. Faiza Ben Mohamed depuis Nice et Audrey Pronosti depuis Belize. Avec vos appels en direct au 01 40 33 9000. Avant de passer aux infos zappées, on va bien tout de suite rappeler la question quand même du jour. Selon le magazine quotidien qui a révélé des images montrant Nasser Bouteflika dans les couloirs de l'hôpital de Genève, croyez-vous en la version officielle selon laquelle le président Abdelaziz Bouteflika est bien rentré en Algérie dimanche? On en parle avec vous, bien entendu, depuis tout à l'heure au 01 40 33 9000, et vous pouvez répondre à cette question sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter. Le grand forum FM2 place maintenant au zapping. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots Bamboula, d'accord, c'est des maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu Angela Bar. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Une bonne dose de cheval. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Merci d'être avec nous encore une fois, j'adore ce jingle, je le kiffe même. L'ex-lieutenant de Bernard Tapie, Marc Fratali, règle ses comptes, article paru ce week-end dans le journal Le Monde. C'est une petite bombe, hein. Il a tout fait aux côtés de Bernard Tapie. Il a été son assistant parlementaire, son conseiller au ministère du Logement, son collaborateur pendant des années à l'OM. Eh bien Bernard Tapie, quand on lui parle de ce monsieur sur Europe 1, ça a tendance un peu à l'énerver. Écoutez. Si on passe la matinée pour parler de ce que Fratani a dit, je me lève et je vous laisse toute seule. On est d'accord ? Je suis venu parler de mon procès et de ce qui se passe dans le pays. Alors, je vous parle d'une autre... S'il n'y a que ça qui vous intéresse, moi, ça ne m'intéresse pas. Bernard Tapie. Je ne vous répondrai pas. Fratani. Et vous ne serez pas la première. Non, mais vous avez... Allez, au revoir, madame. Mais non, mais non. Bernard Tapie... Bernard Tapie... Mais non, mais vous savez... Bernard Tapie, c'est ridicule, franchement. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Audrey, ça? Qu'un invité se barre en direct? Non, pas encore. J'ai pas une assez longue expérience, mais je pense que je laisserai pas tomber. Mais c'est pas évident, hein. Oh là là, j'aimerais pas être à sa Audrey, place. d'ailleurs. Audrey Crespo-Mara d'Europe 1. Pour le coup, je trouve que c'est quand même une bonne journaliste. Après ça n'engage que moi. Et elle laisse pas tomber. Mais je voulais rebondir sur Bernard Tapie. C'est quand même un sacré personnage parce que il a l'art et la manière. C'est pas la première fois qu'il fait ça, de retourner les choses. Mais ça, c'était juste pour la forme. Voilà. Ouais. Il est exceptionnel. Juste sur ce point de vue-là. Après, sur le fond, c'est autre chose. Hein. On est bien d'accord. Faiza, on est nerveux du côté de Marseille, hein? Ouais, mais en fait, sur ce coup-là, alors on connaît le personnage Bernard Tapie, c'est un peu à l'image des scandales à répétition d'un autre Marseillais, Gilbert Collard. Il aime bien faire ce genre de spectacle. Il est Marseillais, Collard, je savais pas. Ah oui, Collard est Marseillais, oui.
Il a été l'avocat de mes grands-parents dans l'assassinat de mon oncle. C'est lui qui représentait les partis civils à une époque où il n'était pas encore au Front National. Et oui, Collard est marseillais. Et en fait, ils aiment bien cette politique du spectacle. Ils sont invités, ils savent qu'ils vont être interrogés sur ça. Et ils attendent que ça pour faire leur coup médiatique. Mais après, là où il faut aussi recontextualiser les choses, c'est que souvent quand tu es invité à la télévision, et je sais que ça m'est déjà arrivé, il y a des chaînes comme par exemple BFM, où là pour le coup c'était pourtant Audrey Crespo-Mara est quand même une journaliste que j'aime beaucoup, mais il est très courant qu'on vous invite sur des sujets, on vous donne les questions, c'est-à-dire que vous préparez un sujet, et quand vous arrivez, le journaliste n'a pas du tout ces questions. Vous avez parlé avec un rédacteur en chef qui vous a donné un sujet, sur lequel vous avez préparé vos réponses et vous êtes prêt à intervenir. Et en fait, quand vous êtes en direct, on vous piège. Et c'est vraisemblablement ce qui est arrivé à Bernard Tapie, parce qu'il n'a pas l'air d'être au courant qu'il est venu pour répondre de ce sujet-là. Tu es en train de nous dire que quand les gens vont sur les plateaux radio-télé, ils connaissent d'ores et déjà les questions, chose que j'ai toujours refusée. Hein. Oui, mais si, bien sûr. En fait, tu as forcément une préparation. Moi, on m'a jamais invité sur un plateau télé, que ce soit France 2, le soir où j'ai interrogé Manuel Valls sur la question des migrants. Une fois, on m'avait invité à interroger Bernard Cazeneuve et à la dernière minute, ça s'est pas fait. Ça a été pareil, on m'avait aussi invité pour interroger Nicolas Sarkozy sur la question du burkini, et finalement j'avais pas été, c'était Mohamed Bajrafil qui est allé. À chaque fois tu es contacté pendant toute la semaine, genre par exemple l'émission elle est le vendredi, t'es invité le lundi, on te demande ta position, on te rappelle le mardi pour voir si tu penses toujours la même chose, ils veulent être sûrs que tu vas pas faire un coup d'éclat en direct, mais ça il faut aussi le comprendre, hein. Tu es là pour le sujet. Et les chaînes ne veulent pas que tu t'aventures sur quelque chose qui va pas. Moi, sur la question du burkini, quand j'étais interrogée, on m'appelait, je parlais toujours avec des rédacteurs en chef hyper gentils qui avaient l'air, limite eux aussi, ils étaient d'accord avec moi. Ils t'expliquent qu'ils sont tout à fait d'accord, que tu as la parole libre, machin. Tu leur dis ce que tu veux dire, et puis ensuite, quand tu es en direct, en duplex avec le monsieur qui est sur le plateau, le monsieur du plateau, tout d'un coup, il part en vrille. Il devient fou. Il te demande. Mais finalement, c'est pas vous qui alimentez l'islamophobie, mais finalement, ces vidéos, vous les avez obtenues illégalement, mais finalement, alors que t'es pas là pour ça, toi. T'es là pour commenter une décision du Conseil d'État ou quelque chose comme ça. Et en fait, t'es pas là pour ça, mais on te piège. On te piège, oui. Bon, voilà. En tout cas, c'est vrai qu'il y a eu quelques invités dans ma modeste carrière qui ont tenté de me demander les questions. Alors, je donne les sujets, évidemment, on va parler de ça, mais jamais les questions, parce que les questions, je me les réserve. Et j'aime bien les poser et faire cet exercice en direct pour que la personne, justement, n'ait pas eu le temps de préparer ses réponses et qu'elle parle, qu'elle réponde aux questions comme ça dans l'instant T. Comme ça, on ressent une certaine sincérité ou au contraire, justement, un manque de sincérité. Et les sujets, d'accord, mais les questions, non. Pas question. Il n'est pas question que de donner les questions à l'avance aux invités. En tout cas, par exemple, le dernier en date politique à être passé sur ce plateau, Aurélien Taché, il est venu, il avait les sujets de ce qu'on allait aborder, mais il n'avait pas du tout les questions. Il en a découvert quelques-unes en direct. Et il a bien joué le jeu d'ailleurs. Soit dit en passant, Aurélien Taché qui fait l'objet d'une petite polémique là avec sa sortie sur c'est un débat qu'il a eu avec Zineb Ezraoui. Bon, il a dû avoir beaucoup de mal à s'en remettre, mais il fait l'objet d'une attaque parce qu'il n'a pas voulu aller dans le sens de Zineb Ezraoui. Faiza, toi qui as vu l'émission. En fait, il est interrogé sur la question du port du voile. Donc Zineb El-Razoui, tel qu'on la connaît, qui est en train d'expliquer que le foulard islamique est un vêtement d'apartheid sexuel. Bon, bref, elle est dans un délire complet. Et là, je ne sais pour quelle raison, on pose injonction à Aurélien Taché, donc député, de condamner le port du voile sur des enfants. Et lui, il explique, moi je suis député, je ne suis pas là pour faire la morale aux parents. Les parents ont tous les droits d'éduquer leurs enfants de la manière qui leur convient. Je suis député, je fais les lois, je ne fais pas la morale. Et là, hop, s'ensuit une polémique complètement folle qui veut le faire passer pour un islamo-gauchiste, comme on appelle ça maintenant dans le langage désormais courant. On le fait passer pour un islamo-complaisant, machin. Il est favorable au port du voile par les fillettes, sauf que c'est pas du tout ce qu'il dit. Il dit juste, ce ne sont pas mes affaires, je suis député, je fais les lois. Et parallèlement à ça, il a donné une interview, alors je ne sais plus dans quel média, où il est interrogé sur la question de l'immigration, la marche des beurs. Alors je ne sais plus comment était formulée la question. Et il dit
la marche des beurs en 83, elle n'a pas abouti à ce que les jeunes de la diversité puissent accéder au poste de député. La marche des beurs, elle a contribué à faire élire des députés comme Julien Drey. Et il a complètement raison là-dessus. Je comprends même pas qu'on puisse contester ce positionnement. C'est la vérité. On a des franco-français blancs qui ont pu accéder, en récupérant la marche des beurs, à des postes politiques clés. Il a complètement raison, Aurélien Taché. Et sur ça, il faut le soutenir. Sauf que vous savez ce qui se passe quand il dit ça ? Vous avez le nouveau président de SOS Racisme, Dominique Sopo, qui tweet sur Twitter et qui écrit pourquoi est-ce qu'on pointe du doigt l'accession à un poste à l'Assemblée nationale d'un juif ? Parce qu'en fait, ils accusent Aurélien Taché d'antisémitisme et d'avoir pointé Julien Drey parce qu'il était juif. Alors que ça n'a rien à voir. Si maintenant, aujourd'hui, on n'a plus le droit de critiquer quelqu'un, son positionnement politique, en l'occurrence là, Julien Drey, parce qu'il est juif, il faut nous le dire. À ce moment-là, on quitte ce pays, il n'y a plus de liberté d'expression, il n'y a plus de liberté de critique, il n'y a plus de presse même. Je comprends même pas. Et en fait, là, vous avez plein de politiques qui rebondissent. Aurélien Taché, antisémite, parce qu'il a pointé du doigt Julien Drey. Oui, j'en reste sans voix. Voilà, et je pense que vous aussi. 01 40 33 9000 dans le zapping. Alors, j'en parlais tout à l'heure. Agnès Buzyn, qui pourrait être choisie pour aller au nom d'En Marche aux européennes, va quitter le gouvernement a priori. Donc, eh bien, la question a été posée, ou plutôt une demande de réaction à Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Elle vote en touche, écoutez. Vous imaginez Agnès Buzyn quitter le ministère de la Santé ? Ça relève pas de moi, donc. Est-ce que ce serait une bonne idée ? Est-ce qu'elle serait une bonne candidate aux élections européennes ? Je ne commente pas les uns les autres. Ce qui compte, c'est bien sûr la personne. Est-ce qu'elle serait une bonne candidate ? Et bien sûr, il y a plusieurs bonnes candidatures. Pas elle en particulier. Mais je pense qu'aujourd'hui, la question, c'est le projet, l'équipe, la personne, et donc elle en fait partie. On sent que ça l'embête un peu qu'elle soit candidate, non ? Vous ne trouvez pas ? Oui, d'ailleurs, ça a l'air surtout de l'embêter d'aborder le sujet. Après, il y a peut-être eu des conseils en interne. Moi, je ne peux pas croire que si un membre du gouvernement va quitter prochainement le gouvernement, tous ne soient pas déjà informés en interne. Elle veut vraisemblablement pas que ça se sache, en tout cas. Elle ne veut pas aborder le sujet. Là, c'est quelqu'un qui ne veut pas. Elisabeth Martichoux. Elle n'a pas quitté le plateau là. Oui, elle n'a pas quitté le plateau. Elisabeth Martichoux, journaliste d'RTL, en tout cas, a pas lâché le morceau. Audrey, on sent que. Non, mais oui, visiblement. On sent qu'elle a effectivement pas envie de répondre. Mais il y a peut-être eu des consignes concernant la communication. Il y a peut-être des stratégies en interne, des stratégies politiques. Donc effectivement, ça doit peut-être aussi venir d'en haut. Mais clairement, si son positionnement il est comme ça, il y a des raisons. Mais évidemment, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi. Évidemment. Bon, alors, tiens, de RTL à Europe 1, il y a qu'un pas pour Jean-Michel Apathy. Hier matin, dans sa chronique, il a évoqué l'Algérie dans son billet quotidien. Et la France a la trouille selon Apathy. Écoutez son analyse. Le régime algérien, c'est pas moi qui le dis, ce sont les romanciers algériens édités en France, par exemple Yasmina Kadra et d'autres, qui décrivent l'enfer quotidien qu'est la vie en Algérie. Le régime algérien est corrompu et il plonge les Algériens dans la misère et le désespoir. La France n'a pas d'autre solution que d'être en accompagnement de ces centaines de milliers d'Algériens, et donc 6 000 en France hier, c'est quand même spectaculaire, qui non seulement demande à Abdelaziz Bouteflika de ne pas se représenter, mais qui demande aussi au FLN, le Front de Libération Nationale, qui dirige et pille ce pays depuis 1962, de quitter le pouvoir, de s'en aller. Bien sûr que ça devrait être la position de la France. Et la France est capable de prendre ces positions-là, ancrées dans un champ moral important de défense des droits de l'homme et des citoyens. Par exemple au Venezuela, le 24 janvier, Emmanuel Macron n'a pas hésité à dire que le président vénézuélien, Nicolás Maduro, était illégitime. C'était le mot d'Emmanuel Macron. Et qu'il devait écouter la colère de son peuple. Pourquoi ce qui est possible au Venezuela ne l'est pas à propos de l'Algérie? Alors on dit assez facilement, oui, il y a l'histoire des relations compliquées entre les deux pays, ça n'est pas vrai. Le fond de sauce, c'est la trouille de voir le régime du FLN, même s'il est corrompu, chassé, balayé par des islamistes qui arriveraient au pouvoir à Alger et qui poseraient, c'est vrai, un grave problème de sécurité pour l'Europe en général et pour la France en particulier. Mais cette trouille, à l'origine, elle est
nourri par une erreur d'analyse. Nous pensons que dans les pays musulmans, les régimes autoritaires, qui sont souvent des régimes militaires, nous évitent les pouvoirs islamistes. C'est faux, c'est complètement faux. On a vu en Égypte, en Libye, et d'une certaine manière, on a failli le voir en Tunisie. On est passé près de la catastrophe. Que les pouvoirs militaires et autoritaires dans ces pays-là nourrissent l'islamisme, que l'islamisme se répand dans les tréfonds de la société, que par le biais d'associations, ils sont les seuls véritables lueurs d'espoir pour des citoyens qui sont démunis de tout. L'entraide, elle se fait là, et ce sont les islamistes qui les portent dans ces sociétés, et aussi aujourd'hui en Algérie. Personne ne veut le voir, mais c'est la réalité. Si la sphère islamiste aujourd'hui est très divisée, elle n'en est pas moins extrêmement présente dans la société algérienne. Les pouvoirs autoritaires nourrissent l'islamisme, le FLN a nourri l'islamisme, nous continuons à soutenir d'une certaine manière le FLN et Abdelaziz Bouteflika, ce régime corrompu qui ne mérite pas d'être soutenu. Souhaitons que nous n'ayons pas à payer cher l'erreur d'analyse que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Est-ce que la France a la trouille, Audrey ? Oui, je pense aussi qu'elle a la trouille sur une chose. Et là, par contre, je vais reprendre les propos de l'auditeur tout à l'heure qui disait quand on sait pas ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. Enfin bref, c'est un proverbe que j'arrive jamais à retenir, mais évidemment que on sait ce qu'on a, on sait pas ce qu'on a. Voilà, merci Christophe. Et effectivement, l'avenir fait peur, l'inconnu. Donc bien sûr, je suis d'accord. Sincèrement, je suis d'accord avec l'analyse de Jean-Michel Apathy. La France a la trouille, Faiza ? Mais bien sûr. Moi, je serais un peu plus mesurée sur les propos d'Apathy. Oui, la France a la trouille, mais moi, je crois pas qu'il faille voir la situation algérienne uniquement sur le spectre et même la voir tout court sous le spectre religieux. La France, elle a la trouille d'une vague d'immigration. La France a la trouille de se retrouver à plus pouvoir gérer un flux migratoire qui viendrait d'Algérie, comme ça a déjà été le cas, et ça créerait une grosse impopularité du gouvernement. La France a la trouille d'avoir à subir les conséquences économiques d'un fiasco en Algérie. Mais après, la question de l'islamisme tel qu'il est vécu dans les pays du Maghreb n'est pas la définition de l'islamisme en France tel qu'on l'utilise vulgairement. En France, quand on dit islamisme, on pense tout de suite terrorisme, on pense au pire. Sauf que dans les pays du Maghreb, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Et Apathy, analyser toute cette situation sur le spectre religieux, je crois pas que ça ait un sens. Aujourd'hui, ce que dit la jeunesse algérienne, c'est que le pouvoir a failli, que le pouvoir doit passer la main. Après, je ne crois pas que que les jeunes qui sont aujourd'hui dans la rue crachent complètement sur tout ce qu'a pu faire Bouteflika pendant son mandat, parce qu'il a été quand même très populaire au début de son règne, entre guillemets. Il ne faut pas non plus lui enlever, essayer d'humilier cet homme en faisant croire qu'il n'a rien fait pour son pays. Il est quand même resté au pouvoir pendant plus de 20 ans. Il a pu faire des choses qui sont quand même positives, même si tout n'est pas à garder, évidemment. Après, la France a la trouille, oui, la France a la trouille parce qu'il y a une forte diaspora algérienne ici, parce que ça reste un pays voisin, même si c'est de l'autre côté de la Méditerranée. Si l'Algérie est déstabilisée, la France aura à payer des éclaboussures. Évidemment. Alors, tout à fait autre chose. Jérôme Rodriguez, le gilet jaune très connu maintenant, invité chez Morandini. Vous savez, Rodriguez, qui a perdu un œil. Et il a cloué le bec, décidément, j'arrive plus à parler moi aujourd'hui, à l'animateur, au journaliste, comme il a l'habitude de le faire d'ailleurs. Rodriguez, c'est pas le genre à se laisser faire. Écoutez. Ou le gouvernement. Aujourd'hui, comment vous voulez discuter avec un Castaner ou un Macron qui violente son peuple? Enfin, n'exagérons pas. Monsieur Morandini, je vous montre. Non, mais je vois. Merci. Effectivement, je vois. Mais à un moment donné, considérez... je sais pas quelle est la démocratie aujourd'hui en Europe qui tire sur son peuple quand il n'est pas d'accord. Non, mais qui tire, on a l'impression qu'on tire à balles réelles quand vous dites ça à chaque fois. Qui tire avec une balle de flashball qui fait autant de mutilations qu'en guerre 14-18. Un mec qui perd sa main, qu'est-ce qu'il fait? Un mec qui perd son œil, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que je vais devenir moi aujourd'hui? Plus je vais coûter de l'argent à l'État. D'accord? Qu'est-ce que je fais moi aujourd'hui? Qui je suis, moi, élève d'une école républicaine où on m'a appris des valeurs démocratiques sur mes cours d'éducation civique, où on m'a dit, Jérôme, plus tard, tu auras le droit de revendiquer, tu auras le droit de parler, tu auras le droit de manifester. Aujourd'hui, c'est ce que je fais, et j'ai perdu un œil pour ça, comme 20 autres copains derrière. C'est pas la France qu'on m'a appris. C'est pas la France qu'on m'a appris à l'école. Je suis désolé. Et on est le seul pays à faire ça en Europe. Et aujourd'hui, je me désole que d'un truc, c'est qu'il n'y a aucun député qui est capable de se lever dans l'Assemblée pour faire une minute de silence. Alors par contre, on va se lever quand il y a M. Ferrand qui se fait brûler la maison. Oh, c'est grave. Alors qu'on ne sait même pas ce qui est arrivé encore.
Enfin, si ça a été fait exprès, pas exprès. Voilà, Rodriguez, à chaque fois, sort des arguments quand même assez... Il est bon. Il a d'excellentes capacités rhétoriques. Exact. Il ne s'est lâché jamais piégé. Il est allé sur tous les plateaux, et des plateaux que j'ai déjà fait moi, qui sont très difficiles. Par exemple, j'en reviens toujours, mais BFM TV, c'est très difficile de faire BFM TV. Vous êtes sur des plateaux où vous êtes en terrain hostile. Vous êtes en terrain où vous savez que vous êtes là, soit vous mangez, soit on va vous manger. Et à chaque fois, il s'en sort toujours de la meilleure des manières parce qu'il est préparé. On voit très bien qu'il est très préparé. Il a un discours qui est argumenté, qui est construit, et il donne de vrais arguments qui sont tirés de ce que moi j'appelle la vraie vie, parce que les journalistes, ils sont toujours dans un spectre, ils regardent la vie sur un écran, et lui, il a cette légitimité de pouvoir s'exprimer, et il le fait vraiment très bien. Je pense que il devrait pouvoir, avec un peu d'exercice, mais devrait pouvoir devenir un redoutable chroniqueur TV, par exemple, pour défendre des positions politiques comme ça. Franchement, les médias gagneraient à embaucher quelqu'un comme lui. Ouais, pas sûr qu'il accepte, hein, mais bon. Oui, ouais, ça c'est encore autre chose. D'ailleurs, il a annoncé une conférence de presse, je crois, vendredi prochain, où il va annoncer quelques surprises sur la suite du mouvement des Gilets jaunes, Rodriguez. Audrey, en tout cas, ce monsieur, c'est vrai qu'il a réussi à clouer le bec de Morandini, qui a été au départ en essayant de l'attaquer en disant oui, mais attendez, vous êtes en train de dire qu'on tire dessus, on fait croire aux gens qu'on tire dans la foule à balles réelles. C'est pas ce qu'il a dit d'abord. Et il est en train de t'expliquer, argument à l'appui, que lui, il a perdu un œil, quoi. Donc, ce qui est d'autant plus admirable, c'est qu'il est concerné. Et c'est juste le point que je voulais rajouter par rapport aux propos de Faiza, c'est que il est très pondéré, et il est justement, ça lui donne une crédibilité mais totale. Enfin, je veux dire, déjà par sa propre expérience, mais en plus, enfin, je veux dire, quand on l'écoute, il est calme, il a des arguments. Ouais. Voilà. Enfin, je veux dire, à partir de là, c'est clairement difficile de ne pas adhérer et d'aller dans son sens. C'est voilà. Dernière petite chose dans le zapping aujourd'hui, Daesh qui serait à terre en Syrie. C'est la ministre française des Armées qui l'affirme. Déclaration ce matin depuis le porte-avions Charles de Gaulle qui appareille aujourd'hui de Toulon, destination le Proche-Orient. Le bâtiment va participer pendant plusieurs semaines aux opérations de la coalition internationale en lutte contre les terroristes en Syrie. Il rejoindra ensuite l'océan Indien pour des exercices. Je propose d'écouter Florence Parly qui a accordé tout à l'heure une interview à nos confrères de France Bleu Provence. Écoutez. Daesh est à terre, mais Daesh n'a pas disparu. Aujourd'hui, les combats très durs qui sont menés dans de la moyenne vallée de l'Euphrate vont permettre de mettre un fin au califat territorial, mais pour autant, Daesh ne va pas disparaître. Daesh est en train de se reconfigurer, de muer, et donc il va falloir continuer de lutter contre Daesh différemment, mais c'est vrai que la fin du califat territorial qui est imminente est une étape extrêmement importante, et c'est une très grande avancée. Et donc je voudrais en profiter pour féliciter toutes celles et tous ceux qui ont contribué à cette victoire. Mais la priorité maintenant, c'est de s'atteler au défi de demain. Il est de taille. Le combat est loin d'être terminé, et cette fin du territoire de Daesh, c'est une étape, mais ça n'est qu'une étape. Bon, elle est finalement assez mesurée. Florence Parly, la ministre des Armées, concernant Daesh et la situation en Syrie, Faiza. Elle a raison de l'être. Là aujourd'hui, elle s'exprime. Il faut, voilà, tu l'as rappelé, le porte-avions Charles de Gaulle en partance. Alors il va faire étape d'abord par la Méditerranée, à proximité de la zone irako-syrienne. Ensuite, il va se déplacer. Il y a des opérations franco-égyptiennes qui sont prévues, franco-indiennes, franco-australiennes, et ensuite il ira jusqu'à Singapour. Et en fait, la France est en train, si tu veux, de marquer sa présence militaire à travers le Moyen-Orient, à travers l'Asie du Pacifique, et veut revenir en tout cas en force sur ces questions-là. Donc il est évident que la France avait besoin d'évoquer Daesh, parce que Daesh était en phase de perdre l'ensemble de ses territoires. Mais attention, elle l'a rappelé, Daesh perd son territoire. Daesh, ça reste une idéologie, c'est pas un pays, ça reste une idéologie meurtrière, une idéologie dangereuse, et qui va se répandre par d'autres
moyens. Donc certes, on l'a vaincu sur le territoire, mais il faut partir du principe que on va pas vaincre sur le terrain des idées et que la menace, elle va muter, elle va se transformer, elle va être autre et elle va être encore plus difficile à palper. Elle perdure cette menace, Audrey. Hein. Oui, exactement. Et comme tout ministre de la Défense, elle légitimise les opérations militaires. Donc oui, bon, mais oui, elle est assez mesurée. Bon, mais je suis pas. Ouais. Voilà. Alors, ça en est terminé pour le zapping. On va passer maintenant aux infos zappées. Vous savez, ces petites infos qu'on ne donne pas et qui sont pourtant importantes. Tiens, j'ai fait un petit tour sur le site www.francemaghreb2.fr où il y a pas mal d'articles. Je vous invite à y aller d'ailleurs. Qu'est-ce que j'y apprends? Près de 1500 kilos de viande avariée saisie pour destruction dans des boucheries qui se présentent comme des boucheries halal. Ça se passe dans le Nord et je crois qu'il y a 3 boucheries concernées, Faiza. Oui, c'est ça. Alors, il y a eu des contrôles sanitaires qui ont été effectués il y a quelques jours, la semaine dernière, avec simultanément l'URSSAF, les services fiscaux, les services de police et les services de protection des populations. Ils avaient dans leur viseur 4 boucheries halal. Ils ont pu en visiter que 3 parce que la 4e était fermée le jour du contrôle. Et sur les 3, eh bien, ils ont saisi une quantité qui est aussi entre 1200 kilos de viande avariée, entre 1200 et 1500. C'est de la viande qui présentait dans certains endroits des traces de moisissure, elle était verte, hein, clairement, pour parler crûment. De la viande verte, il y avait des étiquetages manquants, donc on ne sait pas trop si la viande était destinée à une consommation humaine ou animale. Il y a des explications un petit peu foireuses qui ont été fournies. C'est pas étiqueté, c'est pas gardé de manière à ce que la santé soit préservée, la santé des consommateurs. Les stocks ont été saisis pour destruction. Les boucheries n'ont pas été fermées. Bon, ça se passe de Douai dans le. Non, elles n'ont pas été fermées. C'est honteux. Non. La préfecture n'a pas pris d'arrêté de fermeture, c'est assez étrange d'ailleurs. J'ai pas eu d'explication là-dessus. Je vous avoue que j'avais trouvé l'info, donc j'en ai fait un article avec les informations que j'ai réussi à recouper. Mais voilà, c'est effectivement des boucheries halal qui aujourd'hui prétendent apposer un tampon halal, sauf que le tampon halal, c'est pas juste de la viande égorgée. Hein. Je pense que ne pas gruger les consommateurs, ça fait aussi partie de l'éthique halal. Et sincèrement, il faut à un moment donné qu'on puisse demander des comptes à ces revendeurs, ces distributeurs, ne serait-ce que d'un point de vue religieux, d'un point de vue de santé. La santé, ouais, surtout assez déjà. Dramatique. Qu'on puisse nous vendre de la viande verte, quoi. Ouais, de la merde, n'ayons pas peur de le dire, franchement. C'est honteux, franchement, de la part de ces gens. Pas de gros mots, je je le dis, moi je la surprends. Non, franchement, c'est honteux, mais c'est honteux, vraiment honteux. Audrey. Si ça peut permettre de relancer la polémique, à savoir, la polémique sur le sérieux de la commercialisation de la viande halal, moi à la limite, bon évidemment, le souci c'est par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que ça reflète quand même quelque chose d'assez inquiétant parce que ils ont trouvé un certain nombre de boucheries, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Et il y en a eu d'autres dans le passé, voilà, c'est pas la première. Déjà, exactement. Donc à partir du moment où tu es consommateur, c'est plutôt inquiétant parce que comment vérifier si la viande est vraiment halal, voilà. Donc, mais par contre, au-delà que ça soit halal ou pas halal, là c'est de la viande avariée, c'est de la viande pourrie, c'est-à-dire verte, c'est dégueulasse quoi. Oui, mais avariée, oui, mais pour moi ça me choque tout autant. Après, halal ou pas halal, la Warlem, franchement c'est, j'ai envie de dire, le plus grave c'est qu'on arrive à vendre de la viande avariée, c'est pas une petite quantité quand même, 1200 kilos de viande saisie, c'est quand même pas rien du côté de Douai dans le Nord. Bon. Tiens, j'ai un petit truc pour vous là, mesdames. Le cheikh Ahmed El Tayeb, le grand imam de l'institution sunnite d'Égypte, Al-Azhar, a jugé que la polygamie est une injustice pour la femme et qu'elle n'est pas la norme dans l'islam, suscitant un grand débat en Égypte. Qu'est-ce que ça vous évoque, mesdames? Clairement... clairement ça... je vous sens embarrassé là, je vous sens un petit peu... hein? Non. Vous êtes mal. Non, mais après faut savoir, faut définir clairement ce que c'est que la polygamie. Normalement, il faut qu'il y ait une justice entre le traitement de chaque femme. Donc s'il y a justice, ça devrait pas être un problème. Mais s'il n'y a pas de justice, ça pose problème. En fait, c'est là qu'il faut se poser la vraie question. Voilà.
Ouais, Faiza. Surtout qu'il y a deux sujets là qui sont soulevés dans cette prise de position. Il y a le sujet de la légalité et de la conformité de la polygamie. Il y a aussi, oui, effectivement, et à la fin, on dit ce n'est pas la norme dans l'islam. Ben oui, c'est pas la norme. Il n'y a pas une majorité de musulmans, en tout cas de ceux que je côtoie, qui pratiquent la polygamie. Ça reste quand même quelque chose qui est pratiqué par les anciens. Non, je réfléchis vraiment à faire les coulisses de l'antenne. Le jour où ça arrive, je reviens plus. Ah ouais, moi c'est terminé pareil. Je disparais de la surface de la terre. Non, parce que voilà, ça pourrait faire un grand best-of à la fin de la saison d'émission, les off du LGF. Ça serait formidable. Non, je pense qu'il y en a qui seraient mal quand même. 01 40 33 9000 pour nous appeler maintenant si vous souhaitez participer à ce grand débat. On sent que ce grand débat, je sais pas ce que vous en pensez, il a perdu de son intensité. On dirait que les gens ne s'y intéressent plus. Il y avait une certaine effervescence au départ et puis elle a complètement disparu. Alors peut-être que soit les gens se sont rendus compte de l'arnaque, je sais pas, ou soit les gens de toute façon n'ont pas envie de proposer des choses sachant que de toute façon on sait à peu près ce qui va être retenu. Mais quand même, on joue le jeu quand même ici à France Maghreb de 01 40 33 9000 parce qu'on s'est dit si on n'y participe pas, on a peut-être des revendications qui vont peut-être pas être proposées, donc autant proposer les nôtres, enfin celles de nos auditeurs et de nos auditrices, donc la possibilité de nous transmettre les vôtres chaque jour dans cette émission. Ça va durer encore quelques jours et puis après on remettra tout cela au propre et on transmettra à l'Elysée. À qui de droit? 01 40 33 9000, je prends les appels sans filtrage. Je sais pas qui est là, je sais pas ce qu'ils vont nous dire. Allô, bonjour, qui est là? Salim, bonsoir Salim, il nous appelle d'où Salim? Marseille, bonsoir mon Salim de Marseille. Le soleil est avec vous Marseille hein? Il est très chaud. Ah ouais? Arrêtez. Ah, la chance. Ça m'énerve moi. Bon, vas-y Salim, je t'écoute. Voilà, c'est juste pour intervenir sur le cas de l'Algérie, Bouteflika et... Voilà. On est en plein débat, mais bon, si tu as une proposition à faire, vas-y, je t'en prie. La proposition, il faut écouter le peuple, c'est tout. Voilà, ma proposition, il faut écouter la voix du peuple. Maintenant, il n'y a pas d'autre voix. Puisque maintenant, le peuple veut déraciner cette bande, cette mafia, je sais pas quoi dire, j'ai pas les mots, mais j'aimerais bien que les Occidentaux, bien sûr, les responsables occidentaux des côtés du sud de l'Europe, qui écoutent la population algérienne. Puisque demain, s'il arrive quoi que ce soit à l'Algérie, il y aura un départ massif des Algériens. Oui. Donc il y aura à peu près 10 millions et 10 millions. C'est pas 1 million ou 2 millions de Syriens qui vont, ou 5 millions de Syriens qui vont être farfouillés gauche à droite. Il y a 6 millions d'Algériens et chaque million d'Algériens, il va héberger 2 millions d'Algériens. Voilà. Donc 6 fois 6, ça fait 36. Donc il y a 36 000 Algériens qui vont débarquer. C'est ça le calcul. C'est les chiffres exacts, ça. Merci. Bon. Voilà. Pas de proposition pour le grand débat, mais une proposition pour les responsables de ce pays. Finalement, ça pourrait même rentrer dans le grand débat. Hein. Faites attention à ce que vous faites parce que vous pourriez vous retrouver avec une immigration massive. C'est en quelque sorte ce que nous dit notre auditeur. 01 40 33 9000. Vous voyez, dans cette émission, on fait vraiment pas les choses comme les autres. C'est-à-dire que on essaie d'établir un sujet, c'est les auditeurs après qui choisissent. Hein. Qui font stop ou encore, j'ai envie de dire. 01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler. Non mais Faiza, t'as pas remarqué que le grand débat, ça y est, ça n'intéresse plus personne? Alors ça n'intéresse plus personne et c'est très intéressant d'analyser ça, c'est qu'au même moment, les sondages indiquent un effondrement des listes gilets jaunes aux européennes. On est passé d'une estimation à 13-14% à maintenant plus que 3%. C'est-à-dire qu'en fait, l'effet, c'est comme si le gouvernement avait réussi son coup en réalité. Ils ont réussi à éteindre le truc et à faire en sorte que les gens se sont désintéressés. Ça n'intéresse personne d'aller débattre avec Marlène Schiappa ou avec Macron. C'est pas ça qu'on cherche. Audrey ? Après, il y a peut-être aussi un autre point qu'on peut envisager, c'est que voilà, ça s'essouffle parce qu'on arrive au terme du grand débat, c'est bientôt la fin. Et du LGF aussi. Et oui, et du coup, je termine juste sur le fait que voilà, les gens sont dans l'expectative. Ils attendent de voir ce qui peut se passer. Bon, en tout cas, on n'attend pas, on propose. Enfin, si vous le souhaitez, bien entendu, on a déjà quelques propositions dans la machine, donc vous pouvez le faire. En tout cas, à chaque fin d'émission jusqu'au 15 mars. 01 40 33 9000. On est de retour nous demain avec Nadir Kaya et Philippe Bouriachi. Voilà, je vais y arriver. Jeudi, il y aura qui? Il y aura Gamal Abina et Yasser Louati. Vendredi, Farid Temsamani et le retour de notre ami Abdeslamitash. Notamment, voilà, et puis il n'est pas improbable qu'il y en ait d'autres qui viennent se greffer
C'est un peu ça le principe du LGF. Bonne soirée, merci mesdames, mesdemoiselles. Bon, on dit plus mesdemoiselles d'abord. Mesdames, Faiza Ben Mohamed, merci beaucoup. Mademoiselle Ben Mohamed, s'il te plaît. Ah, mademoiselle. Mais ça se dit plus, c'est la vieille époque, ça, Faiza. On dit madame maintenant, comme ça laisse plus le transparaître ta situation. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Bon, merci madame Pronosti. Non, mademoiselle, voilà. Ok, super. Bon, voilà, que des rebelles. Merci mesdemoiselles en tout cas, et rendez-vous demain avec que des mecs, demain entre 16h et 18h. Bonne soirée, restez bien avec de votre radio. Bonne soirée. Dans un instant, Medjed pour la suite des programmes. Jusque 20h pour la Roubla. Il est exactement et précisément sur France Maghreb 2, 18h. Et c'est Benoît Grossin pour l'actualité. Bonsoir Benoît. Bonsoir. L'attaque perpétrée à la prison de Condé-sur-Sarthe près d'Alençon, attaque qualifiée de terroriste par la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a fait 2 blessés graves parmi les surveillants. Son auteur, Michael Kiolo, un détenu âgé de 28 ans, considéré comme radicalisé, a crié à l'Akbar en s'en prenant à eux avec un couteau en céramique avant de se retrancher dans l'unité de vie familiale du centre pénitentiaire avec sa compagne. Ils sont tous deux encore barricadés sur place. Des équipes du RAID ont été déployées en renfort. Pas de précision encore à cette heure sur leur intervention. Des figures françaises du djihadisme, les frères Klein ont été tués le mois dernier en Syrie, selon l'épouse de l'un des deux qui se trouve actuellement dans une zone de rassemblement après avoir quitté avec des centaines de personnes la dernière poche de résistance dans le pays du groupe État islamique dans le village de Baghouz, contre lequel les FDS, les forces arabo-kurdes, mènent depuis 4 jours une vaste offensive. Jean-Michel et Fabien Klein avaient notamment revendiqué au nom du groupe État islamique les attentats du 13 novembre 2015. L'armée algérienne demeurera la garante de la stabilité et la sécurité face à ceux qui veulent ramener l'Algérie aux années de guerre civile. Déclaration faite aujourd'hui par son chef d'état-major qui affiche donc la fermeté dans le contexte de crise politique dans le pays. Plusieurs milliers de personnes, des étudiants notamment, ont une fois de plus défilé dans la capitale, Alger, à Oran, à Constantine et dans plusieurs autres villes contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat. Carlos Ghosn, sur le point d'être libéré plus de 3 mois après son arrestation, après le feu vert donné par le tribunal de Tokyo en charge du dossier. L'appel du parquet à cette décision a été rejeté. L'ancien patron de Renault et de Nissan va donc pouvoir sortir de prison après paiement de sa caution fixée à 1 milliard de yens, 8 millions d'euros, mais il ne sera pas autorisé à quitter le Japon d'ici la tenue de son procès. Un architecte japonais vient d'être distingué, âgé de 87 ans, Rata Isozaki, au travail influencé à la fois par l'Occident et par l'Orient, vient d'être désigné lauréat du prestigieux prix Pritzker, l'équivalent du Nobel pour l'architecture. C'est la fin de ce flash, je vous souhaite une très bonne fin de journée. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.